Mali, au moins 20 soldats ont été tués ce lundi dans la région de Gao, dans le nord du pays. C'était au cours d'une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes, une information confirmée par des élus locaux. Sur le continent africain, la pandémie de coronavirus pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Il s'agit, selon une étude de l'Union africaine, de la perte de 20 millions d'emplois ou la hausse de l'endettement. Et puis à Madagascar, 65% des femmes déclarent avoir subi des actes de violence, mais seuls 5% des cas finissent devant la justice. La majorité des victimes ne portent pas plainte. Un reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Début de semaine sanglant au Mali. Au moins 20 soldats maliens ont été tués ce lundi dans la région de Gao, dans le nord du pays. C'était au cours d'une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes. Une information confirmée par des élus locaux. Des précisions à travers ces images. Cette attaque contre un poste militaire de Bamba dans la région de Gao, dans le nord du Mali, est la dernière en date des opérations imputées aux djihadistes contre l'armée malienne ces derniers mois. Au moins 20 soldats maliens ont été tués. Des terroristes ont attaqué le camp de l'armée à Bamba tôt ce lundi matin. Ces hommes armés qui ont donné l'assaut rôdaient déjà dans le secteur à moto et en voiture depuis dimanche. Des témoins sur place ont rapporté des échanges nourris de coups de feu. Une source militaire malienne à Gao qui a indiqué que les assaillants ont également essuyé des pertes, a confirmé l'attaque et la mort de soldats sans en préciser le nombre. Mais un notable de la localité qui préfère garder l'anonymat dit avoir vu 23 corps sur place. Des hommes sont portés disparus, du matériel a été emporté et le camp attaqué a été détruit. Mais aucun civil n'a été tué selon les témoins. L'armée malienne est soumise depuis des mois à des attaques meurtrières contre des postes isolés. Les insurrections indépendantistes et maintenant djihadistes, ainsi que les violences entre communautés, ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés depuis le début en 2012 de la profonde crise en cours, malgré la présence des forces onusiennes, africaines et françaises. Restons au Mali où Soumaïla Cissé demeure le seul otage encore aux mains de ses ravisseurs. Tous les compagnons du chef de file de l'opposition malienne enlevé le 25 mars dernier ont été libérés. C'est ce qu'a indiqué l'Union pour la République, le parti de l'opposant. À la cellule de crise créée par le parti de Soumaïla Cissé à Bamako, 2 hommes sont accrochés au téléphone pour avoir les dernières nouvelles du terrain. Parmi eux, Maître Demba Traoré, un des responsables pour l'Union pour la République et la démocratie UDR. Pour nous, les négociations continuent. Nous avons interrogé ceux qui ont été libérés. Certains nous ont confirmé qu'ils ont échangé avec les ravisseurs, qui leur ont dit que si tout va bien, Soumaïla aussi sera libéré comme eux. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. De sources proches des négociations, un élu de la région de Tombouctou joue un rôle important. Soumaïla Cissé n'a pas encore été autorisé à parler au téléphone à des proches, mais il se porterait plutôt bien. Un autre détail, les ravisseurs qui ont des revendications seraient de présumés djihadistes. Ils ont accepté que l'otage reçoive des médicaments. De son côté, le gouvernement malien est également préoccupé par la situation. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé un ancien Premier ministre pour diriger sur le plan national une autre cellule de crise. L'exécutif malien a salué les libérations, estimant que cela augure d'une issue heureuse pour la libération très prochaine du chef de file de l'opposition. Il remercie également toutes les personnes de bonne volonté, politiques, civiles et religieuses, à l'œuvre depuis son enlèvement et appelle incessamment ses ravisseurs à rendre Soumaïla Cissé à son pays, à sa famille et à son parti sain et sauf. La pandémie du coronavirus continue d'étendre ses tentacules sur le continent africain. Le Soudan du Sud a confirmé un premier cas de Covid-19. L'annonce a été faite par le premier vice-président du pays, Riek Machar. C'était lors d'une conférence de presse à Juba, la capitale. Les images. Le premier cas de contamination par le nouveau coronavirus a été recensé au Soudan du Sud. L'un des derniers pays en Afrique a indiqué que l'épidémie a atteint son territoire.
L'information a été donnée par le premier vice-président du pays, qui n'a pas précisé la nationalité de la patiente. La patiente est une femme de 20 ans arrivée dans le pays des Pays-Bas via Addis Abeba le 28 février 2020. Elle n'a aucun antécédent de maladie sous-jacente ou préexistante et elle est actuellement en isolement. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a fait savoir dans un communiqué que la femme contaminée est un membre de son personnel. Elle a été testée positive ce week-end après s'être rendue dans une clinique des Nations Unies jeudi dernier. Nous collaborons très étroitement avec le groupe de travail et le ministère de la Santé pour veiller à ce que ce cas soit bien traité. La personne concernée est en isolement et a attendu plusieurs jours avant les tests et restera en isolement pendant les 14 jours restants. Comme la patiente est dans le pays depuis près de 5 semaines, soit bien plus que les 14 jours d'incubation du virus, nous devons vérifier où cette personne s'est rendue. Le Soudan du Sud a déjà décidé la fermeture des bars, nightclubs et magasins, autres que ceux vendant de la nourriture, et a recommandé à la population de respecter les règles de distanciation sociale. Les frontières sont également fermées, ainsi que l'aéroport international. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h. En Côte d'Ivoire, la psychose liée au coronavirus gagne la population de Yopougon. Les habitants de ce quartier populaire d'Abidjan ont violemment démantelé ce week-end un centre en construction dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les détails. Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs dizaines de personnes en train de démanteler un chapiteau en construction, certaines criant « on ne veut pas ». La scène se passe sur une grande place de Yopougon, importante commune populaire d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne qui compte 5 millions d'habitants. Les populations ont manifesté contre l'installation d'un centre contre le coronavirus car elles estiment qu'il est trop situé à l'intérieur d'un quartier d'habitation, a expliqué un responsable de la police sous couvert d'anonymat. Ce n'était pas un centre de traitement des malades, mais un centre de prélèvement qui était en construction, comme il y en a un peu partout, qui sont mis en place, a assuré un responsable du ministère de la Santé sous couvert d'anonymat. C'est la première fois que des incidents violents sont signalés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est encore relativement peu touché selon le bilan officiel qui fait état dimanche de 261 cas et 3 décès. Cependant, les autorités ivoiriennes craignent une expansion de l'épidémie et sont en train d'augmenter rapidement les capacités de soins. Des mesures strictes ont été prises pour lutter contre l'épidémie, mise en quarantaine d'Abidjan avec le reste du pays, couvre-feu nocturne sur tout le territoire, fermeture de tous les commerces non essentiels, des écoles et des lieux de culte, interdiction des rassemblements, mais pas de confinement jusqu'à présent. Sur le continent africain, la pandémie de nouveau coronavirus pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Il s'agit par exemple de la perte de 20 millions d'emplois ou la hausse de l'endettement, selon une étude de l'Union africaine publiée ce lundi. Près de 20 millions d'emplois à la fois dans les secteurs formels et informels sont menacés de destruction sur le continent par la pandémie de nouveau coronavirus. C'est ce que révèle une étude qui estime que les pays dont l'économie repose largement sur le tourisme ou la production pétrolière sont les plus à risque. Ce document de 35 pages avance 2 scénarios, un qualifié de réaliste qui prévoit que la pandémie dure jusqu'en juillet et que l'Afrique n'est pas trop affectée, et un autre qualifié de pessimiste durant jusqu'à août et dans lequel le continent souffre plus. Dans les 2 scénarios, la croissance économique en Afrique serait négative de moins 0,8% et de moins 1,1% respectivement. Avant que la pandémie ne touche le continent, la Banque africaine de développement tablait sur une croissance de 3,4% pour 2020.
Avec la progression du virus, la baisse des cours du pétrole devrait profondément toucher des pays comme le Nigeria ou l'Angola et les restrictions pesant sur le transport aérien pourraient coûter au secteur du tourisme au moins 50 milliards de dollars et au moins 2 millions d'emplois directs et indirects selon l'étude. Avec la baisse des revenus, les gouvernements africains n'auront d'autre option que de se tourner vers les marchés internationaux, ce qui pourrait faire s'envoler l'endettement. À Madagascar, 65% des femmes déclarent avoir subi des actes de violence, insultes, menaces, coups, viols et autres, mais seuls 5% des cas finissent devant la justice. Entre pression sociale, mais aussi méconnaissance de leurs droits, la majorité des victimes ne portent pas plainte. Reportage. Ounsou a 18 ans. Le 26 novembre dernier, sa vie a basculé lorsque son petit ami l'a violée. J'ai essayé de me défendre, mais il m'a attrapée par les mains. Il était très fort et on était seuls à la maison. Après l'acte, j'avais mal aux hanches et je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner. Le lendemain de ce viol conjugal, Ounsou s'est rendue dans ce centre d'écoute et de conseil juridique. Depuis un an, 42 femmes ont été prises en charge ici. Toutes ont été violées ou frappées par leur partenaire. Comme Ounsou, aucune n'a souhaité porter plainte. La jeune femme n'a pas porté plainte car elle veut maintenir les relations entre les villageois. Cette jeune femme, victime de viol, espère que l'agresseur, son petit ami, deviendra son mari. C'est pour ça qu'elle n'a pas porté plainte. Une situation courante dans une société malgache très conservatrice. En effet, seuls 5% des cas de violence envers les femmes sont portés devant la justice. Si Ounsou a pardonné à son violeur, Va, elle, ne supporte plus de rester avec un mari violent. Une fois, il m'a frappée parce qu'il a vu que je parlais à mon ancien petit ami dans la rue. Ça ne se fait pas de frapper les femmes. Je suis déjà très pauvre. Alors, si en plus on me frappe, je vais devenir folle. L'ex-mari de Vaha a également tenté d'enlever leur enfant à 2 reprises. La mère de famille a donc cherché conseil auprès de ce centre d'écoute. Face au très faible taux de plaintes, les intervenants sociaux ont mis au point une solution originale. Les hommes violents s'engagent par écrit à ne plus agresser leurs victimes. Le père promet de subvenir aux besoins de l'enfant en ce qui concerne les habits, la nourriture et les études. Mais lorsque sa fille se mariera, c'est lui qui bénéficiera de la dot. Lorsque l'enfant rend visite à son père, elle doit être accompagnée de sa mère qui la ramène après. Une initiative qui commence à porter ses fruits, mais le chemin pour changer les mentalités sera encore long. D'après un sondage, à Madagascar, près d'1 personne sur 2 considère qu'il est normal de battre sa femme. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.